tu as 25 ans, Méric. Tu es un parasite sans valeur, et il est temps que tu cesses d'infecter cette maison. Ce furent les mots exacts que mon père, Orson, utilisa pour me bannir du seul foyer que j'ai jamais connu. Il n'a pas hurlé. Il n'a pas crié. Il a prononcé la sentence avec une précision froide et calculée, ajustant sa cravate en soie coûteuse, comme s'il licenciait simplement un employé incompétent. J'étais là, au centre de notre vaste cuisine ensoleillée, portant un t-shirt gris délavé taché d'huile de moteur après avoir réparé mes propres freins la veille, sentant le poids absolu de son humiliation s'abattre sur moi. La cruauté pure de ces mots était destinée à me briser. C'était destiné à me faire sentir petit. Ma mère, Tanson, n'a même pas sourcillé. Assise à l'îlot en marbre poli, elle remuait élégamment son thé Earl Grey matinal, les yeux fixés par la fenêtre sur la pelouse impeccablement entretenue. Elle prit une lente gorgée, ignorant complètement le fait que son fils unique venait d'être effacé de l'équation familiale. Mais la véritable agonie, l'image qui restera gravée dans mes rétines jusqu'au jour de ma mort, était assise juste en face d'elle. Ma sœur aînée, Delphine, l'enfant prodige, le centre absolu de leur univers. Elle portait un tailleur blanc immaculé de créateur, tapotant ses ongles parfaitement manucurés contre un morceau de papier posé sur le comptoir. C'était une confirmation de virement bancaire. De là où j'étais, je pouvais voir les chiffres en gras et en noir imprimés au bas de la page. 2 millions de dollars. Ils venaient de liquider une part massive de leur portefeuille d'investissement de toute une vie, le patrimoine qu'ils prétendaient toujours être bloqué pour leur retraite, pour donner à Adeline 2 millions de dollars en espèces sonnantes et trébuchantes. Son grand projet, ouvrir un spa médical et un centre de bien-être haut de gamme dans le quartier le plus cher de la ville. Adeline n'avait aucune formation médicale, aucune expérience en gestion d'entreprise, et avait abandonné 2 cours de marketing en ligne différents parce que, selon ses propres mots, il tuait son ambiance. Pourtant, mes parents la regardaient comme si elle était la réincarnation de Steve Jobs. Mon regard passa de la page de confirmation de 2 millions de dollars au regard glacial de mon père. Le silence pesant dans la cuisine était suffocant, épais de l'odeur d'espresso cher et d'un favoritisme flagrant. Et moi? Ai-je demandé? Ma voix était basse, presque un murmure, mais elle résonna contre les hauts plafonds. J'ai 2 emplois juste pour te payer un loyer pour ma propre chambre. Suis-je censé partir sans rien? Adeline laissa échapper un rire doux et moqueur. Elle rejeta ses cheveux blonds parfaitement méchés par-dessus son épaule et m'offrit un sourire plein de pitié. Oh, Méric, soupira-t-elle, comme si elle expliquait quelque chose à un enfant lent. Tu dois comprendre. Maman et papa font un investissement dans un héritage garanti. J'ai une vision. Je construis une marque. Toi, tu ne fais qu'exister. Tu ne peux pas t'attendre à ce qu'ils financent ton manque d'ambition. Ma mère tourna enfin la tête, posant sa tasse de thé avec un cliquetis délicat. Ta sœur a raison, chérie. Il est temps que tu affrontes la réalité. Nous t'avons porté assez longtemps. Tu dois apprendre comment fonctionne le vrai monde. Le vrai monde. Je travaillais depuis l'âge de 16 ans, payant mes propres vêtements, mon propre téléphone, et finalement le privilège de dormir sous leur toit. Adeline n'avait jamais gardé un emploi plus de 3 semaines. L'hypocrisie était si aveuglante qu'elle me faisait mal à la poitrine. Je voulais crier. Je voulais renverser la table en marbre. Je voulais exiger pourquoi j'étais toujours le bouc émissaire, l'invisible, l'erreur qu'ils toléraient mais n'avaient jamais aimée. Mais en regardant leur visage, ce mur unifié de mépris, j'ai réalisé quelque chose de profond. Ils s'en fichaient. Toute émotion que je montrerais ne serait qu'une arme de plus qu'ils utiliseraient contre moi. Alors, je n'ai pas discuté. Je n'ai pas supplié. J'ai simplement hoché la tête. J'ai rangé ma vie dans 2 sacs de sport délavés. Je n'ai pas pris une seule chose qu'ils m'avaient achetée quand j'étais enfant. Je suis sorti par la porte d'entrée sans me retourner, j'ai jeté les sacs à l'arrière de ma camionnette Ford Transit rouillée vieille de 10 ans, et je me suis installé au volant. Le moteur a tout sauté et crachoté avant de finalement rugir à la vie. J'ai quitté l'allée de l'immense propriété de banlieue, agrippant le volant en cuir craquelé. J'ai vérifié mon application bancaire sur mon téléphone à l'écran fissuré. Il me restait exactement 214 $. Je n'avais pas d'appartement, pas de filet de sécurité, et nulle part où aller. La réalité de ma situation aurait dû m'écraser. J'étais officiellement sans abri. Mais alors que je m'éloignais de la maison,
loin du drame familial toxique qui m'avait étouffé pendant un quart de siècle, j'ai réalisé quelque chose de terrifiant. Je n'étais pas triste. Je ne pleurais pas. Mes mains tremblaient, oui, mais pas de peur. J'étais en train de comploter. J'allais construire quelque chose de si massif, de si indéniable, que cela jetterait une ombre sur toute leur existence. J'allais leur faire ravaler le mot « parasite ». Mais par où commencer quand on n'a rien d'autre qu'une camionnette rouillée et un cœur rempli de rage? Les premières nuits furent une introduction brutale à la survie. J'ai garé ma camionnette dans un coin reculé de l'immense parking d'un Walmart ouvert 24 heures sur 24. Les gardes de sécurité vous ignoraient généralement si vous restiez discret et changiez de place tous les quelques jours. Je dormais sur un mince matelas de camping que j'avais acheté dans le rayon des soldes, m'enveloppant dans un vieux sac de couchage pour combattre le froid mordant de l'automne qui s'infiltrait à travers les parois métalliques de la camionnette. Allongé là, dans le noir complet, écoutant le grondement lointain de l'autoroute, mon esprit est devenu un musée tordu de la douleur. Le silence de la camionnette m'a forcé à parcourir les expositions de mon passé, examinant chaque pièce d'injustice que ma famille avait soigneusement façonnée au fil des ans. J'avais besoin de cette colère. J'avais besoin de me souvenir exactement pourquoi je ne pourrais jamais revenir en arrière, et pourquoi je devais gagner. Le premier souvenir qui hantait ces nuits froides était mon 18e anniversaire. J'avais passé 3 ans à travailler après l'école dans une quincaillerie locale, économisant chaque dollar sur un compte bancaire joint que ma mère avait ouvert pour moi. J'avais économisé près de 9 000 $ pour acheter une voiture d'occasion décente et payer ma première année de community college. La veille de mon anniversaire, ma carte a été refusée à une station-service. Quand je me suis précipité à la banque, le caissier m'a informé que le compte était complètement vide. J'ai couru à la maison, paniqué, pour trouver une Porsche Macan argentée toute neuve garée dans l'allée. Ma mère était sur le porche, tendant les clés à une Delphine de 19 ans qui poussait des cris de joie. Quand j'ai confronté ma mère, les larmes coulant sur mon visage, elle n'a même pas eu l'air coupable. Deline a besoin d'un véhicule fiable pour ses événements de réseautage à l'université, Méric, avait dit ma mère, croisant les bras sur la défensive. Elle a besoin de cette image pour la diplomatie et pour nouer des contacts. Tu peux juste prendre le bus pour aller au community college. Ça forge le caractère. On te remboursera un jour. Ils ne m'ont jamais remboursé. La deuxième exposition de mon musée mental était ma remise de diplôme du lycée. Je m'étais démené pour obtenir mon diplôme avec mention, espérant que, juste pour un jour, mes parents me regarderaient avec fierté. J'étais assis dans l'auditorium étouffant, scrutant la foule de familles en liesse, cherchant les visages de mes parents. Ils n'étaient pas là. Quand j'ai traversé la scène pour recevoir mon diplôme, le silence de ma section dans les gradins était assourdissant. Je suis rentré seul à la maison, en toge et en mortier. Quand j'ai ouvert la porte d'entrée, mes parents étaient assis dans le salon, câlinant Deline sur le canapé. Elle pleurait à chaudes larmes. Pourquoi? Parce qu'elle s'était cassé un ongle juste avant un rendez-vous et que le garçon avait annulé. Nous avions une urgence, Méric, avait aboyé mon père quand j'ai demandé pourquoi ils avaient manqué ma remise de diplôme. Ta sœur traverse une crise émotionnelle grave. Arrête d'être si égoïste. Le monde ne tourne pas autour de ton petit bout de papier. Mais le souvenir qui brûlait le plus, celui qui a vraiment cimenté ma réalité actuelle, s'est produit il y a tout juste 2 ans. J'avais passé des mois à faire des recherches sur un modèle d'entreprise. J'avais rempli un épais carnet relié en cuir de recherche de marché, de projections financières et de plans opérationnels pour une entreprise de logistique spécialisée. Je l'avais timidement présenté à mon père un dimanche soir, espérant qu'il verrait mon potentiel et m'offrirait peut-être quelques conseils. Il a pris le carnet, l'a feuilleté pendant exactement 3 secondes, et l'a jeté directement dans la poubelle de la cuisine. La logistique, avait-il ricané en se servant un scotch. C'est un jeu pour les hommes qui ont du vrai capital et des relations. Pas pour les garçons qui changent leur propre huile pour économiser 50 $. Cesse de rêver, larbin. Va trouver un boulot stable à pousser du papier quelque part et laisse le monde des affaires à ceux qui le comprennent. J'étais allongé à l'arrière de ma camionnette glaciale, fixant le plafond en métal, laissant ces souvenirs alimenter le feu dans ma poitrine. Ils avaient systématiquement détruit chaque tentative que j'avais faite pour m'élever, simplement pour s'assurer que Deline paraisse plus grande. Ils se nourrissaient de mon humiliation. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous qui regardez ceci savent exactement ce que ça fait.
Vous êtes-vous déjà senti si invisible dans votre propre famille que vous vous êtes demandé si vous étiez un fantôme? Dites-le moi dans les commentaires, parce que cette nuit-là, allongé dans l'obscurité glaciale d'un parking, le fantôme a décidé qu'il allait les hanter. Je me suis réveillé le lendemain matin à 5 heures. J'avais mal au dos, mon souffle formait des nuages dans l'air froid, et mon estomac gargouillait furieusement. Je suis allé aux toilettes du Walmart, je me suis lavé le visage à l'eau glacée, et j'ai regardé mon reflet sous la dure lumière fluorescente. J'avais l'air mal en point, mais mes yeux étaient d'un sérieux absolu. J'avais besoin d'argent, et vite. J'ai conduit jusqu'au quartier industriel en périphérie de la ville, un vaste terrain vague d'entrepôts, de gares de triage et de dépôts de ferraille. C'était le genre d'endroit où personne ne vous posait de questions sur votre passé, tant que vous aviez le dos solide et que vous étiez prêt à saigner pour un salaire horaire. Je suis entré dans le terminal de fret le plus sale et le plus chaotique que j'ai pu trouver. Il était temps d'arrêter d'être la victime et de commencer à apprendre la réalité laide et brute de la façon dont le monde bougeait réellement. Et j'étais sur le point de trouver la seule faille qui allait changer toute ma vie. Mais d'abord, je devais survivre au quart de nuit. Le travail que j'ai décroché était brutal. C'était un quart de nuit dans un immense terminal de fret lourd et de ferraille, à charger et décharger des équipements industriels surdimensionnés de camions à plateau. Le salaire était à peine supérieur au salaire minimum, et le coût physique a été immédiat. En une semaine, mes mains étaient couvertes d'ampoules qui se sont transformées en dur cailloux jaune. Je sentais en permanence le gazole, la rouille et le café instantané bon marché. Mon superviseur était un homme massif et balafré d'une cinquantaine d'années nommé Barrick. Il manquait à Barrick la moitié de son index gauche et il parlait uniquement en grognements et en jurons. Il était une figure terrifiante pour la plupart de l'équipe, mais il était farouchement juste. Il se fichait d'où vous veniez. Si vous faisiez votre part du travail, il vous respectait. J'ai fait ma part, et plus encore. Je me suis jeté à corps perdu dans le travail physique, car l'épuisement était la seule chose qui m'empêchait de trop réfléchir à ma situation. Mais pendant que mon corps luttait avec de lourdes chaînes et des tuyaux d'acier, mon esprit observait tout. Pendant mes pauses, je m'asseyais sur des seaux renversés sous la pluie glaciale, mangeant des sandwichs au beurre de cacahuètes bon marché, et regardant comment le terminal fonctionnait. C'était un désastre. Barrick dirigeait une opération de fret de plusieurs millions de dollars en utilisant des porte-blocs archaïques, de l'encre qui bave et un système chaotique de post-it. Les camions étaient constamment en retard. Les chauffeurs étaient furieux. Des cargaisons de grande valeur restaient à l'arrêt pendant des jours parce que le routage était un cauchemar logistique complet. J'ai réalisé quelque chose d'énorme. Les personnes qui déplaçaient le monde physique étaient déconnectées de la technologie qui pourrait l'optimiser. Les courtiers assis dans des bureaux chics du centre-ville n'avaient aucune idée du fonctionnement réel des terminaux, et les directeurs de terminaux comme Barrick n'avaient ni le temps ni les compétences pour gérer la logistique numérique. Il y avait un trou béant au milieu de la chaîne d'approvisionnement. J'ai dépensé $200 de mon premier salaire pour acheter un ordinateur portable d'occasion remis à neuf dans un prêteur sur gage. J'ai commencé à passer mes journées assis dans ma camionnette sur le parking du Walmart, connectant l'ordinateur portable à la connexion de données de mon téléphone. Pendant que le reste du monde travaillait de 9 à 5, j'apprenais en autodidacte les logiciels de logistique avancés, les réglementations du courtage de fret et les algorithmes de routage. Je dormais peut-être 3 heures par jour. J'avais les yeux injectés de sang, et mon régime se composait principalement de nouilles ramen cuites sur un réchaud de camping portable. Mais je me sentais plus vivant que je ne l'avais jamais été dans le manoir de mes parents. J'ai construit une base de données de fortune pour suivre les chauffeurs de camions indépendants et les faire correspondre avec des chargements de grande valeur bloqués. En gros, je créais une entreprise de courtage de fret sur mesure, directement depuis l'arrière de ma Ford Transit. Le plus dur, c'était les appels à froid. J'étais un jeune de 25 ans vivant dans une camionnette, appelant d'énormes entreprises manufacturières, en prétendant être une société de logistique établie. On m'a raccroché au nez des dizaines de fois. On s'est moqué de moi, mais j'ai continué à appeler. Un mardi matin pluvieux, après avoir travaillé un quart de nuit exténuant de 12 heures, j'étais assis dans ma camionnette, grelottant, effectuant mon 47e appel de la journée. C'était à un fabricant d'acier régional qui cherchait désespérément à déplacer 3 énormes turbines industrielles à travers les frontières de l'État. Leur courtier d'entreprise habituel leur avait fait défaut, et ils perdaient de l'argent à chaque heure. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai baissé ma voix, et je leur ai présenté mon itinéraire. Je n'ai pas seulement offert un camion.
J'ai offert un calendrier optimisé très spécifique qui tenait compte des relais, des limites de poids spécifiques des ponts, et des points de changement de chauffeur. Je connaissais la réalité de la route, car je travaillais sur les quais chaque nuit. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Le directeur de la logistique a finalement soupiré. Si vous pouvez avoir un plateau ici avant 16 heures aujourd'hui, le contrat est à vous. J'ai raccroché, mon cœur battant la chamade contre mes côtes comme un oiseau piégé. J'ai sauté de la camionnette et j'ai couru directement au terminal de fret. J'ai trouvé Barrick en train de fumer un cigare bon marché sous un auvent. Je savais qu'il avait 2 chauffeurs propriétaires indépendants qui dormaient dans leur cabine, complètement avides et cherchant une route vers l'est. J'ai négocié l'accord là, dans la boue. À 15h30, le camion était chargé chez le fabricant. À la fin de la semaine, les turbines étaient livrées, parfaitement dans les délais. Lorsque le virement a atterri sur mon compte en banque, je suis resté assis au volant de ma camionnette, fixant l'écran pendant 1 heure. Ma commission pour ce seul transport était de 18 500 $. J'avais gagné plus d'argent en 1 semaine qu'en 1 an à travailler à la quincaillerie. Ce n'était pas un coup de chance. C'était une preuve de concept. Le système fonctionnait. Je suis allé dans un magasin d'alcool haut de gamme, j'ai acheté une bouteille de whisky vieilli à 300 $, et je suis retourné au terminal de fret. Je l'ai tendu à Barrick sans un mot. Il a regardé la bouteille, a regardé mes vêtements tachés de graisse, puis m'a regardé droit dans les yeux. « Tu as compris le truc, n'est-ce pas, gamin ?» A grogné Barrick, un lent sourire s'étalant sur son visage balafré. « Ouais, ai-je dit, les coins de ma bouche se relevant pour la première fois depuis des mois. J'ai compris le truc. J'ai arrêté le travail de force cette nuit-là, mais je suis resté dans la camionnette. J'ai réinvesti chaque centime dans l'entreprise, améliorant mon logiciel, payant pour des tableaux de chargement premium, et enregistrant une LLC officielle. J'étais en train de construire une machine. Mais pendant que je construisais mon empire dans l'ombre, ma famille était occupée à construire un château de cartes en plein soleil. Et ils étaient sur le point de réaliser qu'ils avaient besoin d'un méchant pour expliquer leurs propres échecs. 6 mois après avoir quitté la maison, mon entreprise accélérait plus vite que je n'aurais pu l'imaginer. Je négociais des expéditions massives pour des entreprises de construction et des fabricants de technologie. J'avais quitté la camionnette et loué un petit appartement spartiate du côté industriel de la ville. Il n'y avait aucun meuble, à part un matelas par terre et une table pliante pour mon installation informatique, mais il y avait une serrure sur la porte et une douche chaude. J'étais complètement déconnecté de ma famille. Je n'avais pas échangé un mot avec Orson, Tanson ou Deline depuis le jour où j'avais fait mes valises. Je pensais que le silence signifiait la paix. J'avais complètement tort. Un soir, je prenais une rare pause, mangeant un plat à emporter sur le sol de mon appartement vide, quand j'ai distraitement parcouru un site d'actualités économiques locales. Mon estomac s'est instantanément noué. Elle était là. Le visage de Deline était placardé sur la première page du magazine numérique. Le titre disait « Une visionnaire locale redéfinit le bien-être, l'ascension du spa médical à 2 millions de $. La photo montrait Deline debout dans le hall de sa nouvelle clinique, portant un blazer blanc impeccable, appuyé contre une réception en marbre. L'endroit avait l'air absurdement cher. Des luminaires en or, de la pierre importée, des canapés en velours. C'était un monument à la richesse non méritée. J'ai lu l'article, sentant ma tension artérielle grimper à chaque paragraphe. Deline avait donné une longue interview sur ses difficultés en tant que femme entrepreneur autodidacte. Elle parlait de nuits tardives, de sacrifices et du lourd fardeau du leadership. Il n'y avait aucune mention des 2 millions de $ qu'Orson et Tanson lui avaient donnés. Mais c'est le dernier paragraphe qui m'a coupé le souffle. L'intervieweur a interrogé Deline sur son système de soutien. Elle a répondu « Mes parents ont été mon rock. L'année a été difficile pour notre famille. Nous avons récemment dû couper les ponts avec mon jeune frère en raison de ses graves problèmes de toxicomanie et de vol financier au domicile familial. Cela m'a appris que parfois, il faut éliminer les éléments toxiques de sa vie pour protéger sa paix et construire son empire. » Je fixais l'écran. Toxicomanie, vol financier. Mon téléphone a vibré sur la table. Puis il a vibré encore et encore. J'ai ouvert mes messages pour trouver un barrage de textes de ma famille élargie, les tantes, les oncles et les cousins qui avaient toujours tourné autour de la richesse de mes parents comme des vautours. Les singes volants du drame familial.
Tante Martha, je viens de lire l'article de Deline. Je suis absolument dégoûté par ton comportement, Méric. Voler tes propres parents pour acheter de la drogue. Tu as besoin d'une aide psychiatrique sérieuse. Oncle Dave, ne nous contacte plus jamais. Espèce de déchet. Orson et Tanson t'ont tout donné et tu les as volés pour nourrir une dépendance à la meth. Ta place est en prison. Cousin Greg, tu es mort pour nous. Deline est là à changer le monde et tu n'es qu'un voleur toxico. Pathétique. Les messages continuaient d'affluer. 30, 40. Une vague implacable d'assassinat de ma réputation. J'étais assis seul, dans le silence de mon appartement vide, la lueur de l'ordinateur portable éclairant mon visage. La trahison était si profonde, si intensément malveillante, qu'elle a contourné la colère pour atteindre directement une clarté froide et vibrante. Mes parents avaient réalisé que donner à Deline 2 millions de dollars de leur fonds de retraite semblait insensé pour le reste de la famille. Ils avaient besoin d'une histoire de couverture. Ils avaient besoin d'une diversion pour expliquer pourquoi une énorme partie de leur richesse avait disparu, et pourquoi leur fils avait soudainement disparu des photos de famille. Alors, ils ont inventé un récit. Ils m'ont transformé en un voleur toxicomane pour gagner de la sympathie et élever le statut de Deline en tant que courageuse sœur luttant contre une tragédie familiale. Ils avaient instrumentalisé mon silence. Mon pouce planait au-dessus du bouton, tout bloqué, de mon téléphone. Mon cœur battait à tout rompre dans ma gorge. J'aurais pu me défendre. J'aurais pu prendre des captures d'écran de mes comptes bancaires montrant l'empire logistique légitime que je construisais. J'aurais pu publier la vérité sur Facebook. J'aurais pu crier sur tous les toits qu'ils étaient des menteurs. Que Deline était une fraude jouant à la PDG avec l'argent de papa. Mais en regardant les textes vicieux, un lent et sombre sourire s'est dessiné sur mon visage. Si je ripostais maintenant, ce serait une dispute criarde, désordonnée et émotionnelle dans la boue. Ils avaient le statut social, la grande maison, les abonnements au country club. Les gens croiraient leurs mensonges plutôt que ma vérité parce qu'ils avaient l'esthétique du succès. Je ne voulais pas d'une dispute criarde. Je voulais une exécution. J'ai posé le téléphone, laissant chaque message en « lu », et je n'ai répondu à aucun d'eux. Laissez-les penser que j'étais dans le caniveau. Laissez-les raconter à leurs amis du country club à quel point il était tragique que leur fils soit un junkie. Laissez Deline construire toute sa marque sur le mensonge d'être l'enfant prodige survivante. Plus haut ils construiraient leur piédestal sur une fondation de mensonges, plus dure serait la chute sur le béton quand je finirais par retirer les piliers de sous leurs pieds. J'ai fermé l'article, ouvert mon tableau de bord logistique, et je suis retourné au travail. J'avais des expéditions à organiser. J'avais de l'argent à gagner. Cela rendrait ma résurrection d'autant plus mortelle le moment venu. Et ce moment arrivait plus vite qu'aucun d'eux ne le réalisait. L'illusion du succès de Deline était sur le point de se fissurer. Et quand ce serait le cas, ils découvriraient exactement quel genre de monstre ils avaient créé dans l'obscurité. 2 ans passèrent. Dans le monde de la logistique à haut risque, 2 ans, c'est une éternité. Le jeune de 25 ans dépenaillé vivant dans une camionnette rouillée avait complètement disparu. J'avais maintenant 27 ans, et la petite entreprise de courtage de fret que j'avais lancée avec un ordinateur portable de prêteur sur gage avait évolué en une immense société de gestion logistique. J'avais déplacé mes opérations dans un bureau élégant au mur de verre au 20e étage d'un gratte-ciel du centre-ville. J'avais 40 employés à temps plein, y compris des répartiteurs, des gestionnaires de comptes et une équipe juridique dédiée. Je ne portais plus de t-shirt tachés d'huile. Je portais des costumes anthracites sur mesure. Mon entreprise réalisait plus de 400 000 $ de bénéfices nets par mois. Nous gérions des contrats exclusifs pour des composants aérospatiaux, du matériel médical et des matières dangereuses. Je devenais discrètement un poids lourd de la chaîne d'approvisionnement régionale, complètement en dehors du radar des cercles mondains que ma famille obsédait. L'une de mes embauches les plus intelligentes pendant cette période fut Holston, un avocat d'affaires agressif et brillant. Hall était un requin en costume sur mesure qui aimait trouver des failles et détruire les contrats prédateurs. Il connaissait mon parcours, savait que j'avais tout construit à partir de rien, et il gardait la structure de mon entreprise comme un bulldog. La vie était structurée, paisible, extrêmement rentable. Jusqu'à un mardi après-midi, où cette paix a volé en éclats. J'étais debout près des baies vitrées de mon bureau, regardant l'horizon de la ville, examinant un énorme contrat d'expédition internationale sur ma tablette.
Mon téléphone portable personnel a vibré sur le bureau en acajou. J'ai jeté un coup d'œil à l'identifiant de l'appelant. Orson. J'ai fixé l'écran. Mon père ne m'avait pas appelé depuis 2 ans et demi. Pas pour mon anniversaire, pas pour les vacances, rien. Juste 2 ans de silence radio pendant qu'il laissait le reste de la famille croire que j'étais un toxicomane voleur. J'ai laissé sonner 5 fois avant de décrocher. Je n'ai pas dit bonjour. J'ai juste porté le téléphone à mon oreille et j'ai attendu. Merrick, la voix d'Orson a retenti dans le haut-parleur. Il avait exactement la même voix. Arrogante, impatiente, projetant une autorité absolue. « Que veux-tu, Orson » ai-je demandé, ma voix plate, dénuée de toute émotion. Il y a eu une légère pause. Il était clairement déconcerté que je ne l'appelle pas papa, mais il s'est vite ressaisi. « Écoute » a-t-il commencé, son ton changeant pour une fausse chaleur cordiale. « Je sais que nous avons une eau différente, mais la famille, c'est la famille. Nous avons entendu dire que tu as réussi à te ressaisir et que tu fais une sorte de truc de répartition de camions maintenant. C'est bien. Nous sommes fiers de toi que tu sois sorti de la rue. » J'ai levé les yeux au ciel si fort qu'ils ont failli se bloquer. Il jouait toujours le même rôle. Il croyait réellement à ses propres mensonges. « Va droit au but » ai-je dit froidement. J'ai une réunion du conseil d'administration dans 10 minutes. Il a ricané, clairement insulté par mon dédain. Très bien. Ta sœur a grandi son spa médical. Elle a commandé pour 4 millions de dollars de machines de sculpture laser avancées à un fabricant sur la côte est. La société de transport qu'elle a engagée vient de faire faillite et la cargaison est bloquée. Elle perd des milliers de dollars chaque jour où elles ne sont pas installées. Je me suis appuyé contre la baie vitrée, regardant les minuscules voitures se déplacer dans les rues en contrebas. Et j'ai besoin que tu envoies quelques-uns de tes camions là-bas pour les récupérer et les ramener, a-t-il exigé, passant complètement outre une demande pour aller directement à un ordre. Tu as des camions, non? Occupe-t'en. Fais en sorte qu'ils soient ici d'ici vendredi. J'ai laissé échapper un petit rire sec. Bien sûr. Envoie les manifestes, le poids, les dimensions et le lieu de ramassage. Mon service de facturation rédigera le contrat. Le fret accéléré à travers le pays pour du matériel médical de grande valeur vous coûtera environ 35 000 $. J'ai besoin d'un acompte de 50% à l'avance. Il y a eu un lourd silence au bout du fil. Puis la voix d'Orson a baissé d'une octave, devenant tranchante et venimeuse. Excuse-moi. Je ne te paie pas. Tu vas faire ça comme une faveur pour ta sœur. Considère ça comme un remboursement pour tout l'argent que tu nous as volé quand tu es parti. Il est temps que tu arranges les choses et que tu soutiennes cette famille. L'audace absolue de cet homme était à couper le souffle. Il avait ruiné ma réputation, m'avait jeté à la rue, avait donné à ma sœur un ticket d'or de 2 millions de dollars, et maintenant il exigeait du travail gratuit pour sauver sa gestion défaillante. Orson, ai-je dit, ma voix tombant dans un murmure dangereux. Laisse-moi être parfaitement clair. Je ne te dois absolument rien. Je ne dois absolument rien à Delphine. Tu m'as dit que j'étais un parasite sans valeur. Tu te souviens? Eh bien, les parasites ne font pas de livraison gratuite. Merrick, écoute-moi. Espèce de petit ingrat. Appelle un courtier commercial, ai-je interrompu, et dis à Adeline que faire semblant d'être une PDG est beaucoup plus difficile quand l'argent de papa est épuisé. J'ai raccroché. J'ai bloqué le numéro. J'ai jeté le téléphone sur le bureau et j'ai pris une profonde inspiration. Mes mains étaient parfaitement stables. Le fantôme ne se cachait plus dans la camionnette. Le fantôme avait un gratte-ciel, une équipe juridique et un compte en banque qui pouvaient les enterrer. Mais je connaissais Orson. Je connaissais sa fierté. Lui dire non n'était pas la fin de la conversation. C'était une déclaration de guerre. Il n'allait pas accepter la défaite de la part du fils qu'il considérait comme un paysan. Il allait essayer de prendre ce qu'il estimait lui être dû. Et c'est exactement à ce moment-là qu'ils ont commis l'erreur fatale qui m'a permis de réduire en cendres tout leur empire factice. Si vous appréciez l'histoire jusqu'à présent et que vous voulez voir comment cet empire contre-attaque, cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous à la chaîne, et laissez un commentaire avec le nom de la ville où vous vivez. Chaque commentaire aide la vidéo à atteindre plus de spectateurs. Merci beaucoup. L'escalade ne s'est pas produite avec une dispute criarde ou un autre appel téléphonique.
Elle s'est produite au milieu de la nuit, enveloppée dans le silence numérique froid du système bancaire. C'était un jeudi, environ 3 semaines après que j'ai raccroché au nez d'Orson. Je venais de conclure une négociation brutale avec un conglomérat de transport et je m'étais enfin endormi vers 1h du matin. À exactement 3h14, mon téléphone a vibré violemment sur la table de chevet. L'écran a illuminé la chambre sombre avec une notification d'alerte à la fraude rouge vive de mon application bancaire d'entreprise principale. Alerte. Transfert important autorisé. 120 000 $ retirés du compte de fonds de roulement. Je me suis redressé d'un bond, l'épuisement disparaissant instantanément, remplacé par une énorme montée d'adrénaline. 120 000 $. Parti. Juste comme ça. J'ai attrapé mon ordinateur portable, mes doigts volant sur le clavier pour me connecter à mon tableau de bord d'entreprise, mon cœur battant la chamade dans ma poitrine pendant que le grand livre se chargeait. C'était là, un virement effectué. Mais il n'avait pas été piraté par un syndicat russe anonyme ou une arnaque par hameçonnage. La destination du routage était locale. Le nom du destinataire sur le transfert était Delin Medspa & Wellness LLC. Je fixais l'écran, mon cerveau en court-circuit. Comment diable avait-il accédé à un compte d'entreprise hautement sécurisé? J'ai immédiatement appelé la hotline antifraude d'élite 24h/24 de la banque. Après avoir vérifié mon identité, le représentant de la sécurité a examiné les détails de la transaction. Monsieur, a dit le représentant, sa voix calme et mécanique. Le transfert n'a pas été signalé comme non autorisé initialement car il a été initié à l'aide d'une information d'identification familiale vérifiée et liée. Un quoi? Ai-je lancé? Je n'ai aucun compte lié. Je suis l'unique propriétaire de cette LLC. Le représentant a tapé pendant un moment. Selon le système, lorsque le capital de base de cette LLC a été transféré de votre compte courant personnel il y a 2 ans, ce compte personnel était toujours lié à un profil de garde conjoint mis en place par un certain Orson. Il semble que le profil de garde ait conservé un accès en arrière-plan à vos numéros de routage. Un transfert a été exécuté depuis une adresse IP enregistrée à l'adresse du domicile de vos parents. La réalisation m'a frappé comme un coup de poing physique à l'estomac. Quand j'avais 16 ans, Orson avait ouvert un compte joint pour mon salaire de la quincaillerie, le même compte que ma mère avait vidé pour acheter la Porsche de Delphine. Quand j'ai démarré l'entreprise de logistique dans ma camionnette, j'avais désespérément utilisé mes anciens numéros de routage de compte courant pour configurer mes premiers paiements de fournisseurs avant de m'incorporer officiellement, oubliant complètement que l'architecture de base de cet ancien compte était toujours techniquement liée au profil familial principal d'Orson. Il ne m'avait pas piraté. Il avait utilisé une clé fantôme numérique vieille de 10 ans pour entrer directement par la grande porte de mon entreprise. J'ai demandé aux représentants de geler tous les nœuds liés, de rompre les liens de garde et de verrouiller les comptes de l'entreprise avec un accès biométrique uniquement. Puis j'ai regardé l'heure. Il était 4h du matin. Je m'en fichais. J'ai composé le numéro d'Orson. Il a répondu à la 2e sonnerie. Il était réveillé. Il attendait l'appel. Méric, a-t-il dit. Sa voix n'était pas en colère cette fois. Elle était terriblement calme, imprégnée d'une arrogance insupportable. Tu as volé 120 000 $ de mon compte d'entreprise, ai-je dit, ma voix tremblante d'une rage si pure qu'elle ressemblait à de la glace dans mes veines. Je n'ai rien volé, a répondu Orson, le son d'un briquet s'allumant et d'un cigare s'enflammant résonnant au téléphone. J'ai simplement pris ce qui était dû à cette famille. Ta sœur faisait face à une crise de paix. Le spa allait faire face à une grève demain matin. J'ai emprunté les fonds pour stabiliser ses opérations. Tout reste en famille, Méric. Ton argent, c'est l'argent de la famille. Tu as perdu la tête? Ai-je sifflé. C'est le fonds de roulement de l'entreprise. Tu as commis une fraude par virement. Orson a ri. Un rire sincère et dédaigneux. Oh, arrête d'être si dramatique. Tu gagnes ça en 1 semaine maintenant, d'après ce que j'entends. Considère ça comme un loyer rétroactif pour toutes les années où nous t'avons mis un toit sur la tête. J'ai sauvé l'entreprise de ta sœur ce soir. Tu devrais me remercier de te laisser contribuer à l'héritage familial. Il se croyait vraiment intouchable. Il croyait que la dynamique n'avait pas changé, qu'il était toujours le roi et que j'étais toujours le paysan qui devait accepter les miettes d'injustice qu'il me jetait. Je veux que cet argent soit de retour sur mon compte avant 8h, Orson, ou je vais à la police. Tu ne feras rien du tout, a-t-il ricané,
sa voix montrant enfin les dents. Tu ne vas pas envoyer ton propre père en prison pour un prêt temporaire. Tu n'as pas le cran pour ça. Tu ne l'as jamais eu. Maintenant, retourne dormir, mon garçon. Nous te rembourserons quand le spa fera des bénéfices. Il a raccroché. Je suis resté assis dans le noir pendant un long moment. Le silence de l'appartement pesait sur moi. Ils me croyaient faible. Ils pensaient que la loyauté familiale, la même loyauté qu'ils avaient instrumentalisée et m'avaient refusée toute ma vie, me paralyserait. Ils pensaient que j'étais toujours le jeune de 25 ans effrayé dans sa camionnette rouillée. À 6 heures du matin, j'ai pris mon téléphone et j'ai passé un seul appel. Holston, ai-je dit quand mon avocat a répondu, encore endormi. Ouais, patron. Qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin de toi au bureau tout de suite, ai-je dit, ma voix stable, dépouillée de toute hésitation ou peur. Apporte les documents de signalement de fraude par virement fédéral et rédige une mise en demeure. Holston est resté silencieux une seconde, sentant immédiatement la gravité de mon ton. Contre qui nous lançons-nous? Ma famille, ai-je dit. Je veux que tu gèles leur compte. Je veux que tu signales le vol à la division des cybercrimes du FBI. Je veux que tout ce qu'ils possèdent soit verrouillé d'ici midi. Il était temps de leur montrer exactement quel genre de cran j'avais développé. À midi, ce même jour, la guillotine financière est tombée. Holston n'a pas seulement envoyé une lettre d'avertissement. Il a déclenché une frappe juridique synchronisée qui a gelé chaque actif attaché au nom de mon père. La banque a bloqué les comptes de retraite d'Orson, ses comptes courants, et le profil de garde qu'il avait utilisé pour voler les 120 000 $. Automatiquement, le système a signalé les comptes de Delean comme étant les destinataires de fonds frauduleux et a également gelé le capital d'exploitation du spa médical. Ils étaient complètement paralysés financièrement en quelques heures. J'étais assis dans mon bureau au mur de verre, examinant un nouvel algorithme de routage, quand mon téléphone de bureau a sonné. C'était le chef de la sécurité de l'immeuble. Monsieur Merrick, a dit le chef de la sécurité, sa voix tendue. Nous avons une situation dans le hall principal. Un couple plus âgé et une jeune femme sont en bas et exigent de vous voir. Ils font tout un scandale. Le monsieur plus âgé menace de nous faire tous virer, affirmant qu'il est propriétaire de votre entreprise. Dois-je appeler la police? Un sourire froid s'est étalé sur mon visage. Faites-les monter au 20e étage, ai-je dit. Faites-les escorter par 2 de vos plus grands gardes. Ne les quittez pas des yeux. Je me suis levé, j'ai boutonné ma veste de costume, et je suis sorti de mon bureau privé pour entrer dans l'open space principal de la société. Des dizaines de mes employés étaient concentrés sur leurs doubles écrans. Le faible bourdonnement des négociations à haut risque remplissait la pièce. Je me suis tenu près du bureau de réception en marbre, attendant. Les portes de l'ascenseur ont sonné et se sont ouvertes. Orson, Tanson et Delean en sont sortis en trombe, vibrant absolument de rage. Mais au moment où leurs chaussures ont touché le sol en marbre italien poli de mon hall, ils se sont arrêtés net. J'ai vu leurs yeux s'écarquiller alors qu'ils prenaient la mesure de ce que j'avais construit. Ils s'attendaient à une remorque de répartition sale. Ils s'attendaient à un garage en sueur avec quelques téléphones qui sonnent. Au lieu de cela, ils se tenaient dans un siège social d'entreprise de plusieurs millions de $. Ils ont vu l'énorme logo en acier brossé de mon empire logistique monté sur le mur. Ils ont vu les vues panoramiques sur l'horizon de la ville. Ils ont vu des dizaines de professionnels en costume sur mesure se déplaçant avec une urgence déterminée. La couleur a complètement quitté le visage de Delean. Elle regardait autour d'elle, la bouche légèrement ouverte, en train de réaliser que ma soi-disant fausse entreprise était facilement 10 fois plus grande que son centre de bien-être lourdement financé. Orson fut le premier à sortir du choc, bien que son visage soit d'un rouge colère profond. Il a marché d'un pas lourd vers moi, pointant un doigt tremblant sur ma poitrine. « C'est quoi ce bordel, Merrick ?» a rugi Orson, ignorant complètement le fait que 50 personnes venaient de cesser de travailler pour le regarder. « Tu as gelé mes comptes. Mes cartes de crédit sont refusées à la station-service. Tu vas appeler ton petit avocat tout de suite et annuler tout ça. Ou je te jure que... » « Ou quoi, Orson ?» ai-je interrompu, ma voix parfaitement calme, résonnant dans le hall silencieux. « Tu vas me chasser de la maison à nouveau? Tu vas m'enlever ma camionnette rouillée? Vous n'avez aucun levier ici. Vous avez commis une fraude par virement. Vous avez volé 120 000 $ d'un compte d'entreprise fédérale.
Tenson s'est avancé, serrant son sac à main de créateur comme un bouclier. Ses yeux parcouraient le luxueux bureau, un mélange d'incrédulité et de panique dans son expression. Méric, chérie, s'il te plaît, ne fais pas ça à ta famille. Nous sommes ton sang. Tu nous humilies devant tes employés. Nous avons juste emprunté l'argent pour aider ta sœur. Tu en as clairement plus qu'assez. J'ai regardé ma mère, ne ressentant absolument rien. Pas de pitié, pas de colère, juste un vide profond là où se trouvait autrefois mon respect pour elle. Vous avez cessé d'être ma famille le jour où vous m'avez jeté comme un déchet pour qu'elle puisse s'acheter un spa médical, ai-je dit en désignant Deline, qui tremblait visiblement. Je ne vous humilie pas, Tenson. Vous vous humiliez vous-même en faisant une crise de nerfs dans un bureau d'entreprise parce que vous vous êtes fait prendre en train de voler. Deline s'est soudainement avancée, sa façade parfaitement manucurée se fissurant pour révéler un pur désespoir. Sa voix était aiguë et frénétique. Tu as appelé la banque. Tu l'as signalé comme une fraude. Méric, as-tu la moindre idée de ce que tu as fait? Mes salaires vont être rejetés. Mes fournisseurs menacent de reprendre les machines laser. Tu détruis ma vie pour un stupide malentendu. Je me suis approché d'elle, baissant la voix pour que seuls eux trois puissent entendre le venin absolu dans mes paroles. Tu as détruit ta propre vie à la seconde où tu as décidé de jouer aux affaires avec le fonds de retraite de papa, Deline. Je ne suis que le type qui protège les salaires de ses employés d'une famille de voleurs. Orson s'était lancé en avant, levant la main comme s'il allait me frapper de la même manière qu'il m'intimidait quand j'étais adolescent. Mais avant même qu'il puisse réduire la distance, les deux énormes gardes de sécurité se sont interposés, plaquant fermement leurs mains sur sa poitrine. « Touche-moi et tu partiras d'ici menotter », ai-je dit, sans même scier. Orson me fixait, respirant lourdement, sa poitrine se soulevant contre les mains du garde. Pour la première fois de sa vie, il m'a regardé et a réalisé qu'il n'avait absolument aucun pouvoir. Cette prise de conscience l'a terrifié. « Faites-les sortir de mon immeuble », ai-je dit aux gardes de sécurité. « S'ils remettent un jour les pieds sur cette propriété, faites-les arrêter pour violation de propriété criminelle. » Je leur ai tourné le dos et je me suis éloigné. Je pouvais entendre Orson crier mon nom alors que les portes de l'ascenseur se fermaient, mais le son était étouffé par le verre épais. C'était le son d'une dynastie en ruine. Mais le véritable effondrement n'avait même pas encore commencé. 2 jours après la confrontation dans mon hall, j'étais assis dans une salle de conférence avec Holston. Nous passions en revue l'autopsie financière de la violation du compte de garde pour nous assurer qu'Orson n'avait laissé aucune autre porte dérobée ouverte dans la structure de mon entreprise. Holston était un homme méticuleux, le genre d'avocat qui lit les petits caractères des petits caractères. Il fixait l'écran de son ordinateur portable, le front plissé en profonde concentration. Il a cliqué plusieurs fois avec sa souris, s'est penché en arrière dans son fauteuil en cuir et a enlevé ses lunettes de lecture. « Méric », a dit Holston, sa voix mortellement sérieuse. « Nous avons un énorme problème. Et par nous, je veux dire ta sœur. » J'ai levé les yeux de mon café. Qu'a-t-elle fait maintenant? A-t-elle essayé de contester la plainte pour fraude? Pire, a dit Holston, tournant l'ordinateur portable pour que je puisse voir l'écran. Quand j'ai lancé l'enquête approfondie sur les notes familiales liées, j'ai fait une demande de crédit informel sur ton numéro de sécurité sociale personnel, juste pour m'assurer qu'il n'avait pas ouvert de carte de crédit fantôme. Ce n'est pas le cas, mais j'ai trouvé une énorme responsabilité commerciale attachée à ton nom qui a pris naissance il y a exactement 8 mois. Je fixais l'écran. C'était un document d'origine de prêt commercial d'une grande banque nationale. Le montant principal était de 500 000 $. Je n'ai pas contracté de près de 500 000 $ il y a 8 mois, ai-je dit, mon cœur commençant à battre la chamade. Mon entreprise est entièrement autofinancée. Qu'est-ce que c'est que ça? Hall a zoomé sur la page de signature du document numérisé. Regarde le co-signataire. C'était là. Mon nom signé à l'encre noire en bas de la ligne, mais ce n'était pas mon écriture. C'était une imitation bâclée et hâtive. Au-dessus de ma signature falsifiée se trouvait l'emprunteur principal, Deline Medspa & Wellness LLC. Elle a falsifié ma signature pour obtenir un prêt commercial d'1 demi-million, ai-je murmuré, la réalité du crime m'envahissant. Holston a hoché lentement la tête. Elle avait besoin d'un co-signataire avec des actifs liquides vérifiés et un flux de revenus d'entreprise massif. Ta sœur a dû, d'une manière ou d'une autre, accéder à tes déclarations de revenus de base lorsqu'elle était en visite chez tes parents.
Elle a vu combien ton entreprise de logistique rapportait réellement et a utilisé ton identité pour garantir son spa défaillant. Elle pensait que tu ne le découvrirais jamais parce que le prêt était remboursé sur ses revenus. Mais maintenant que ses comptes sont gelés, le prêt va être en défaut. Et la banque va se tourner vers mon entreprise pour recouvrer les 500 000 $, ai-je terminé, mon esprit tournant à toute vitesse. Exactement, a dit Holston. Prendre les 120 000 $, c'était de la fraude par virement, mais Orson pourrait essayer de faire passer ça pour un différend familial sur un compte joint. Ça, c'est de l'usurpation d'identité fédérale et de la fraude bancaire. C'est un crime grave. Nous devons le signaler immédiatement ou tu es redevable d'un demi-million de $. Je n'ai même pas hésité. Fais-le. Appelle les autorités. Réduis tout en cendres. Les 48 heures suivantes furent un tourbillon d'actions en justice dévastatrice. Holston a contacté la division de la fraude commerciale du FBI et le service de police local, soumettant les documents falsifiés ainsi que ma signature réelle et nos dossiers financiers d'entreprise. Parce que le prêt était garanti par le gouvernement fédéral et dépassait $250 000, les autorités ont agi avec une rapidité terrifiante. C'est arrivé un samedi après-midi chargé. Le spa médical était bondé de clients fortunés recevant leurs soins du visage et leur traitement laser hors de prix. Je ne suis pas allé le voir en personne, mais c'était aux nouvelles locales du soir. 2 voitures de police banalisées et une voiture de patrouille se sont arrêtées devant la vitrine en verre du refuge de luxe de Deline. Les officiers sont passés directement devant la réception en marbre, interrompant une consultation que Deline avait avec une personnalité locale très en vue. Les images d'actualité, capturées par un passant sur son téléphone et vendues à la chaîne, montraient Deline sortant des portes d'entrée de sa propre entreprise, menottée. Elle pleurait hystériquement, son mascara chair coulant sur son visage, criant qu'il y avait eu une erreur, que son frère allait tout arranger. L'ironie était magnifique. Elle avait construit toute sa personnalité publique en racontant aux médias que j'étais un toxicomane et un voleur. Maintenant, ses riches amis du country club la regardaient se faire pousser à l'arrière d'une voiture de police pour avoir volé un demi-million de $ en mon nom. L'illusion de l'enfant prodige s'est brisée en 1 million de morceaux irréparables, en direct à la télévision. Merci beaucoup d'avoir suivi mon histoire jusqu'ici. Si vous lisez ceci, veuillez laisser un commentaire disant « Je suis là ». C'est notre code secret pour les vrais fans qui sont restés jusqu'au bout du drame. Je mettrai un cœur et répondrai à chaque commentaire avec la phrase « Je suis là ». Votre soutien compte énormément pour moi. Maintenant, revenons à la destruction finale de l'enfant prodige. Les retombées de l'arrestation de Delphine furent catastrophiques pour ma famille. Les accusations criminelles pour fraude bancaire fédérale et usurpation d'identité étaient passibles d'une peine de prison potentielle pouvant aller jusqu'à 10 ans. Dans une tentative désespérée de garder leur précieuse fille hors d'un pénitencier fédéral, Orson et Tanson ont liquidé absolument tous leurs actifs restants. Ils ont contracté une deuxième hypothèque massive sur la vaste maison familiale de banlieue, la même maison d'où j'avais été banni, juste pour payer sa caution exorbitante et engager un avocat pénaliste de renom. Ils perdaient de l'argent par toutes les artères possibles. Pendant ce temps, l'entreprise de Deline était complètement à l'arrêt. L'arrestation avait fait les gros titres locaux, et dans le monde du bien-être haut de gamme, la réputation est tout. Les clients fortunés ont annulé leurs abonnements en masse. Les employés ont démissionné car les comptes de paie restaient gelés. Le spa médical est devenu un tombeau vide et silencieux de marbre et de luminaires dorés, ne générant aucun revenu tandis que le bail mensuel et les paiements d'équipements s'accumulaient comme une montagne de dettes toxiques. C'est pendant cette période chaotique que l'univers a décidé de me tendre une arme si parfaitement ironique qu'on aurait dit qu'elle avait été scénarisée par un réalisateur de film. Quelques mois avant tout ce drame familial, j'avais diversifié les bénéfices de ma logistique en acquérant une participation majoritaire dans une société de holding immobilière commerciale en difficulté. C'était un mouvement purement stratégique et financier pour sécuriser de l'espace d'entrepôt pour mes opérations de fret. Mais la société de holding possédait également un portefeuille de propriétés commerciales disséminées dans les quartiers huppés de la ville. Je n'avais accordé aucune attention au côté commercial du portefeuille. J'avais engagé une société de gestion pour s'occuper des baux et percevoir les loyers. Mais un mardi matin, mon gestionnaire de portefeuille m'a envoyé par email une liste des locataires commerciaux qui avaient plus de 60 jours de retard sur leur loyer et qui étaient programmés pour une expulsion immédiate et une saisie d'actifs. J'ai parcouru le document PDF en sirotant mon café noir, quand une LLC spécifique a attiré mon attention. Delphine Medpa & Wellness LLC, solde impayé, 85 000 $.
J'ai arrêté de respirer une seconde. J'ai vérifié l'adresse sur le rapport de délinquance avec l'adresse du spa de Deline. C'était une correspondance parfaite. Ma société de holding possédait l'immeuble. J'étais son propriétaire. Un rire profond et grondant s'est échappé de ma poitrine. Il a résonné dans mon bureau vide. De tous les immeubles de tous les quartiers huppés de la ville, elle avait sans le savoir signé un bail commercial de 10 ans avec une société de holding que j'avais fini par acheter. Selon les notes du gestionnaire immobilier, Deline avait désespérément envoyé des emails au bureau de location, suppliant les propriétaires anonymes de l'entreprise de lui accorder un délai de grâce de 90 jours. Elle prétendait qu'elle restructurait son capital et qu'elle avait juste besoin de temps pour vendre ses coûteuses machines laser afin de couvrir les arriérés de loyer. Si elle pouvait vendre les machines, elle pourrait payer ses avocats pénalistes. Si le propriétaire la mettait à la porte et saisissait les machines comme garantie pour le loyer impayé, il ne lui resterait absolument plus rien à négocier. J'ai ouvert mon client de messagerie, rédigé une réponse au gestionnaire immobilier, et mis l'adresse email professionnelle de Deline en copie. J'ai gardé le message incroyablement bref, entièrement professionnel, et totalement létal pour Deline Med Spa & Wellness LLC. Cet email sert de notification officielle de la part de l'actionnaire principal du groupe de holding commercial. Votre demande de prolongation de loyer de 90 jours a été examinée et explicitement refusée, conformément aux termes de votre bail commercial, en raison d'une grave délinquance. Tout accès aux locaux est par la présente révoqué avec effet immédiat. De plus, tout équipement médical, mobilier et inventaire restant sur la propriété est désormais légalement saisi comme garantie contre votre solde impayé de 85 000 $. Ne contactez plus ce bureau. Toute tentative d'entrée dans les locaux sera traitée comme une violation de propriété. Cordialement, Méric, président-directeur général. J'ai cliqué sur Envoyer. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil, visualisant le moment exact où elle ouvrirait cet email sur son téléphone. J'ai imaginé la confusion lorsqu'elle verrait mon nom en bas, suivi par la prise de conscience suffocante et écrasante que je possédais désormais le sol même sur lequel son faux empire était bâti. Je venais de confisquer légalement les derniers actifs de valeur qui lui restaient. Elle m'avait volé, et l'univers m'avait permis de reprendre possession de toute sa vie. 6 mois plus tard, la poussière était enfin retombée, ne laissant que la dévastation dans son sillage pour ma famille. Delphine a réussi à éviter la prison en plaidant coupable d'une accusation moindre de fraude criminelle, acceptant un accord qui l'obligeait à effectuer des milliers d'heures de travaux d'intérêt général et à payer une restitution massive. Elle était une criminelle condamnée. Son crédit était ruiné à jamais. Elle ne serait plus jamais en mesure d'obtenir un prêt commercial, de signer un bail, ou même de passer une vérification d'antécédents de base pour un emploi décent en entreprise. Orson et Tanson étaient complètement en faillite. Les frais de justice avaient englouti la deuxième hypothèque, et sans plus aucun fonds de retraite, ils se noyaient dans les dettes. L'immense domaine de banlieue qu'ils aimaient tant, le symbole ultime de leur statut social, croulait sous les avis de saisie. Moi, en revanche, je vivais dans une réalité complètement différente. J'avais récemment fait l'acquisition d'un immense domaine en bord de mer en périphérie de la ville. C'était un chef-d'œuvre architectural moderne et époustouflant, avec des murs de verre du sol au plafond donnant sur les vagues déferlantes du Pacifique. Il avait un garage pour 6 voitures, une piscine à débordement, et des portails en acier massif. Je l'ai acheté content. Ce n'était pas un achat né de l'arrogance. C'était un sanctuaire. C'était la manifestation physique du fait que j'avais survécu au pire qu'il pouvait me lancer et que j'en étais sorti complètement intouchable. C'était un dimanche en fin d'après-midi. Le soleil commençait sa descente, peignant le ciel de nuances violentes d'orange et de violet. J'étais debout sur mon immense balcon du 2e étage, portant une simple chemise en lin, faisant tourner un verre de vin rouge très cher, écoutant simplement le son de l'océan. C'est là que je l'ai vu. Grimpant lentement la route côtière sinueuse se trouvait une Honda Civic vieille de 10 ans et en mauvais état. La peinture s'écaillait et le pot d'échappement cliquetait bruyamment, couvrant le son des vagues. C'était un contraste saisissant avec les voitures de sport de luxe qui naviguaient habituellement dans ce quartier. La voiture a ralenti jusqu'à s'arrêter juste devant mes immenses portes de sécurité en acier. Je me suis approché du bord du balcon en verre et j'ai regardé en bas. À travers le pare-brise de la voiture rouillée, je pouvais clairement voir la conductrice et la passagère. C'était Deline et Tanson. Elles devaient avoir trouvé ma nouvelle adresse grâce au registre de propriété publique. Elles avaient conduit pendant 1 heure hors de la ville juste pour le voir de leurs propres yeux.
pour voir l'empire du fils qu'elles avaient traité de parasite sans valeur. Delphine est sortie du côté conducteur. Elle était complètement méconnaissable. Les vêtements de créateur avaient disparu, remplacés par un sweatshirt délavé. Ses cheveux étaient en désordre, son visage pâle et épuisé par le poids de sa probation pour crime et de ses dettes écrasantes. Elle s'est approchée des barreaux de fer du portail et a levé les yeux. Elle m'a vu, debout, la regardant de haut comme un roi regarde une mendiante devant les murs de son château. Pendant un long moment, le seul son était celui des vagues s'écrasant contre les falaises. Nous nous sommes juste regardés. Toute l'arrogance, toute la moquerie, toute la supériorité cruelle qu'elle avait exercée sur moi toute ma vie avait complètement disparu. Puis elle a craqué. Deline a agrippé les barreaux d'acier de mon portail, est tombée à genoux sur l'asphalte dur, et a poussé un cri d'agonie pur et sans mélange. Ce n'était pas un appel à l'aide. C'était le hurlement viscéral d'une personne réalisant qu'il ne lui restait absolument plus rien. Pourquoi a-t-il tout? A-t-elle crié, sa voix se brisant, résonnant contre les falaises, les larmes coulant sur son visage. C'était censé être à moi. Ce n'est personne. C'était mon tour. Tanson est sortie en trombe du siège passager, sanglotant de manière incontrôlable. Elle a couru vers le portail, enroulant ses bras autour des épaules de Deline, essayant de la relever de la poussière. Tanson a levé les yeux vers moi, son visage un masque de dévastation totale. « Méric, s'il te plaît » a crié Tanson, sa voix à peine audible par-dessus les hurlements hystériques de Deline. « Nous n'avons rien. Nous allons perdre la maison. S'il te plaît, tu dois nous aider. Et un peu de pitié. » Je suis resté parfaitement immobile sur le balcon. Je n'ai pas crié en retour. Je ne les ai pas insultés. Je n'ai pas offert un seul mot de conclusion ou de colère. J'ai simplement levé mon verre de vin en l'air, offrant un toast silencieux et moqueur à leur destruction absolue. Puis je leur ai tourné le dos, je suis rentré dans ma belle et tranquille demeure, et j'ai fait glisser la lourde porte vitrée pour la fermer, coupant complètement le son de leurs cris. Le silence était l'arme ultime, et j'étais passé maître dans son maniement. L'acte final de cette tragédie s'est joué 2 semaines plus tard. J'ai reçu une épaisse enveloppe Kraft à mon bureau d'entreprise, provenant d'un avocat spécialiste des faillites représentant Orson et Tanson. À l'intérieur se trouvait une lettre officielle qui suintait pratiquement le désespoir. La banque avait officiellement entamé la procédure de saisie de la maison de mon enfance. La lettre expliquait que mes parents étaient totalement démunis. Ils me suppliaient, en tant que leur seul parent ayant réussi, de racheter la propriété à la banque avant qu'elle ne soit mise aux enchères publiques. La lettre de l'avocat me suppliait d'acheter la maison pour la garder dans le nom de la famille et de permettre à mes parents de me la louer à un tarif fortement subventionné, afin qu'ils ne soient pas jetés à la rue. Ils voulaient que je sois leur sauveur. Ils voulaient que le parasite devienne l'hôte. J'ai appelé Holston dans mon bureau, je lui ai tendu la lettre et je lui ai donné une seule instruction. Contacte la banque. Paie la totalité du solde hypothécaire impayé en espèces aujourd'hui. Transfère l'acte de propriété à mon nom. Holston a haussé un sourcil. Tu vas vraiment les laisser y rester après tout ce qu'ils ont fait? J'ai souri, une expression froide et vide. J'achète la maison, Holston. Je n'ai jamais dit que je leur achetais un foyer. La transaction a pris moins de 5 jours, car je payais entièrement en liquide et la banque était impatiente de se débarrasser d'un actif toxique. L'acte de propriété du vaste domaine de banlieue m'a été légalement transféré avec une rapidité terrifiante. Le lundi suivant, j'ai conduit mon SUV noir mat dans l'ancien quartier. Je me suis garé dans l'allée, les pneus crissant sur le gravier familier. La maison avait exactement la même apparence, et pourtant elle était entièrement différente. La pelouse était envahie par les mauvaises herbes. La peinture s'écaillait sur les rampes du porche. Elle sentait la décomposition. J'ai déverrouillé la porte d'entrée avec ma nouvelle clé et je suis entré dans le hall. Orson et Tanson étaient assis dans le salon, entourés de cartons de déménagement qu'ils n'avaient pas fini de faire, existant dans un état de panique suspendu. Quand ils m'ont vu entrer, une vague de soulagement profond a envahi le visage de Tanson. Elle a même essayé de sourire. Méric, a haleté Tanson, se levant et faisant un pas vers moi. L'avocat nous a dit que tu avais acheté la maison. Oh, Dieu merci. Merci. Nous savions que tu ne laisserais pas ta famille finir à la rue. Nous savions que tu avais encore un bon cœur. Orson s'est levé lentement, l'air plus vieux et plus défait que je ne l'avais jamais vu.
Il a essayé de bomber le torse, essayant de sauver la moindre parcelle de dignité qui lui restait. C'est un investissement intelligent, fils, a marmonné Orson, incapable de me regarder directement dans les yeux. La valeur de la propriété va rebondir. Nous trouverons un loyer équitable une fois que Deline sera remise sur pied. Nous apprécions que tu gardes l'héritage intact. Je me tenais au centre du salon, la même pièce où ils avaient célébré le cadeau de 2 millions de dollars de Deline, tout en me disant de faire mes valises. J'ai mis la main dans la poche intérieure de ma veste de costume sur mesure et j'en ai sorti une seule feuille de papier pliée. Je l'ai tendue à Orson. Il l'a prise avec des mains tremblantes, la dépliant lentement. « Qu'est-ce que c'est » a demandé Orson, sa voix soudainement très faible. « C'est un avis d'expulsion de 30 jours, ai-je dit, ma voix complètement dépourvue d'émotion. Tanson a eu un hoquet, portant ses mains à sa bouche. « Non, non, Merrick, tu ne peux pas être sérieux. Tu as acheté la maison. Elle t'appartient ? » « Oui, elle m'appartient, ai-je répondu, regardant directement dans les yeux terrifiés d'Orson. « Ce qui signifie que vous êtes officiellement en violation de propriété sur ma propriété. Vous avez exactement 30 jours pour vous retirer, vous et votre fille criminelle, de ma maison avant que je ne fasse appel au shérif pour vous jeter physiquement sur le trottoir. » Le visage d'Orson s'est tordu dans un mélange d'horreur et de rage soudaine et impuissante. « Espèce de petit salaud vindicatif. Nous sommes tes parents. Tu vas nous rendre sans abri. Vous m'avez rendu sans abri, Orson. » Ai-je aboyé, ma voix s'élevant enfin, résonnant contre les hauts plafonds comme un coup de tonnerre. J'avais 25 ans, j'avais 2 emplois, et vous m'avez jeté dans le froid glacial pour pouvoir financer ces délires. Vous m'avez dit que j'étais un parasite sans valeur. Je me suis rapproché de lui, le dominant de toute ma hauteur face à sa posture défaite. Mais voilà le truc avec les parasites, Orson. Les parasites ne paient pas pour des maisons. Les parasites ne font que prendre. Et en ce moment, c'est vous qui avez les mains tendues, suppliant de vivre de mon sang, de ma sueur et de mon argent. Je ne fais que guérir l'infection. Je me suis retourné et je suis sorti par la porte d'entrée, les laissant debout dans les ruines de leur propre arrogance. Je ne me suis pas retourné. Exactement 30 jours plus tard, l'expulsion était finalisée. Je ne suis pas allé les voir partir, mais les voisins m'ont gentiment tenu au courant. Ils m'ont dit qu'Orson, Tanson et Deline avaient dû louer une camionnette U-Haul rouillée et en mauvais état, ironiquement identique à la camionnette dans laquelle j'avais vécu quand ils m'ont mis dehors. Ils ont emballé les quelques biens bon marché qu'il leur restait et ont quitté les banlieues riches, déménageant dans un minuscule et exigu appartement de 2 chambres dans un quartier délabré de la ville. Quant à la maison, je ne l'ai pas gardée. Je ne voulais pas que les mauvais souvenirs empoisonnent mon portefeuille immobilier. J'ai immédiatement mis la propriété en vente sur le marché libre. Elle s'est vendue en moins d'1 semaine à une gentille jeune famille avec un Golden Retriever. Lorsque le virement pour la vente de la maison a été crédité sur mon compte en banque, je n'en ai pas gardé un seul centime. J'ai demandé à Holston de transférer discrètement la totalité de la somme à un fonds de bienfaisance anonyme qui offrait des bourses d'études et une aide au logement aux jeunes adultes qui avaient été chassés de chez eux ou qui sortaient du système de placement familial. J'ai pris la richesse qu'ils avaient utilisée comme arme contre moi et je l'ai utilisée pour aider des jeunes qui se sentaient tout aussi invisibles que moi autrefois. Ce soir-là, je me tenais sur le balcon de mon domaine en bord de mer. La brise du Pacifique était fraîche sur mon visage. J'avais mon empire logistique. J'avais des millions à la banque et j'avais une sécurité absolue. Mais plus important encore, pour la première fois en 27 ans, ma poitrine était complètement légère. Je ne ressentais pas une joie folle et maniaque. Je ne ressentais pas un besoin brûlant de jubiler. Ce que je ressentais, c'était une paix profonde et inébranlable. La chaîne était enfin brisée. Les fantômes de la camionnette rouillée avaient été mis au repos. Parfois, la vengeance la plus brutale que l'on puisse infliger à des personnes toxiques est simplement de réussir au-delà de leur imagination la plus folle, puis de refuser de les laisser partager une seule goutte de votre lumière. Mais gérer les conséquences d'un drame familial n'est jamais entièrement noir ou blanc. Même maintenant, certains membres de la famille élargie, les tantes et les cousins qui croient aux rumeurs de toxicomanie, font exploser mon téléphone. Ils me disent que je suis allé trop loin en rendant mes parents sans abri et en ruinant la vie de ma sœur en signalant la fraude. Ils disent que les liens du sang sont plus forts que tout et que j'aurais dû faire preuve de pitié quand ils étaient au plus bas. Mais je pense que je leur ai juste donné la leçon exacte qu'ils m'ont enseignée.
Ils voulaient que j'apprenne comment fonctionne le vrai monde, et je leur ai donné un cours magistral. Alors, Reddit, je vous laisse le soin de décider, vous, le jury ultime. Après la trahison de 2 millions de dollars, les mensonges, le vol et la signature falsifiée, suis-je le méchant ici? Ai-je poussé la vengeance trop loin, ou ont-ils eu exactement ce qu'ils méritaient? Donnez-moi votre verdict dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette histoire de karma et de construction d'un empire à partir de rien, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à la chaîne pour d'autres histoires folles et incroyables comme celle-ci. Restez fort, protégez votre paix, et ne laissez jamais personne vous dire que vous ne valez rien.